Faut-il investir au Japon? Bienvenue ici à Kyoto, je suis dans le quartier de Sanjo et dans cette vidéo on va faire une petite balade ensemble dans le quartier et je vais vous parler de l'investissement immobilier ici au Japon. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Je vais vous donner 3 bonnes raisons de vous intéresser à l'investissement ici et 3 mauvaises raisons, en tout cas des raisons qui peuvent vous laisser penser que c'est pas forcément le meilleur endroit où investir et on va traiter ça ensemble dans cette courte vidéo. Alors je sais qu'il y a beaucoup de passionnés du Japon, beaucoup de personnes qui adorent ce pays et à raison, moi c'est la première fois que je viens, je suis venu à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka sur le monde du futur où j'étais du coup hier et j'ai d'ailleurs eu la chance de visiter le pavillon français avec le responsable du pavillon, donc c'était juste incroyable, c'est une visite privée littéralement, donc voilà, c'était juste génial et j'en profite également pour m'intéresser au marché immobilier ici et te faire cette vidéo qui intéresse je pense beaucoup de monde. Et c'est donc la première fois que je viens ici au Japon et franchement, je comprends les personnes qui adorent ce pays, c'est juste exceptionnel. Et moi, dans tous les cas, quand j'arrive dans un pays que j'aime bien, que j'apprécie l'endroit, je me pose toujours la question de est-ce que c'est intéressant d'y investir, est-ce qu'il y a des choses à faire d'un point de vue immobilier? Et je pense que si c'est ton cas aussi, tu as dû également te poser ces questions. Donc je pense que cette vidéo va être très utile. Alors il y a 2 éléments économiques qui donnent déjà 2 opportunités intéressantes sur l'immobilier au Japon. Alors le premier, il est plutôt avantageux pour nous, pas trop pour les Japonais malheureusement, c'est la dévaluation du yen. Donc le yen, c'est la monnaie nationale ici au Japon, qui a perdu près de 30% de sa valeur sur les dernières années. Donc ça a été une chute brutale de la valeur du yen. Donc évidemment pour les Japonais c'est compliqué quand ils partent à l'étranger. Pour nous en tant qu'Européens, en tant que Français avec l'euro, forcément on peut avoir plus de choses pour notre argent. Donc on a un pouvoir d'achat qui a naturellement augmenté de par la diminution de la valeur du yen. Donc ça c'est le premier point qui est important d'un point de vue économique. Le deuxième point positif c'est que le Japon sort d'une longue période de baisse des prix immobiliers et là est en train de remonter depuis maintenant 2 ans. Donc on a eu une période très longue de plusieurs années où les prix n'ont fait que baisser finalement pendant des années. Les prix avaient beaucoup augmenté très fortement. Et là, on a passé cette période de baisse et là, on repart dans une phase de hausse. Donc ça, c'est également un point qui est très positif d'un point de vue investissement. Le troisième gros point positif du Japon, c'est son côté rassurant et stable. C'est un pays qui est en place évidemment depuis très longtemps, qui est un pays très développé, qui est dans les plus grandes puissances économiques du monde, qui a une monnaie qui, malgré la perte de valeur, reste une monnaie quand même qui est stable par rapport à d'autres pays. Donc c'est un investissement qui est quand même assez rassurant. Et ça, c'est un point quand même qui est important. Le droit de propriété y est clair. On peut acheter en tant qu'étranger sans aucun problème, contrairement à d'autres pays que j'ai pu couvrir sur cette chaîne YouTube comme la Thaïlande, comme l'Indonésie ou comme d'autres pays. Beaucoup de pays en fait finalement limitent la propriété par des personnes qui ne sont pas résidents ou nationaux du pays dans lequel on achète. Et donc pour ces raisons-là, c'est un cadre qui est très stable et très rassurant pour l'investisseur. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. On verra que ça vient avec des désavantages, on va le voir juste après, mais néanmoins ça reste un point qui est super important. Maintenant on va parler des choses qui fâchent. En premier lieu, d'un point qui revient systématiquement quand on parle du Japon à l'international, c'est sa démographie. Le Japon est confronté aujourd'hui à une grande crise de démographie. Pourquoi? Les personnes vieillissent, il y a un plus grand vieillissement de la population et on a un taux de natalité qui est très faible, ce qui fait un effet de ciseau. Donc on a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins d'enfants pour prendre le relais de cette population-là. Donc le pays est en décroissance continue, donc on a de moins en moins finalement de Japonais au Japon. C'est quand même assez inquiétant pour un pays quand la démographie commence à baisser, c'est inquiétant. D'un point de vue immobilier, forcément, beaucoup de choses reposent sur la croissance du nombre d'habitants. Forcément, plus vous avez d'habitants dans un pays, plus les prix immobiliers ont tendance à augmenter, ce qui est totalement logique. Et là, c'est le phénomène inverse qui est en train de se produire. Donc ça peut être inquiétant d'un point de vue immobilier. Et c'est pour ça qu'il faut absolument bien analyser les zones. Moi ici, je suis à Kyoto. C'est un des endroits les plus touristiques du Japon. C'est un endroit qui est magnifique. Là, tu vois, je me bats dans les petites ruelles. C'est juste hyper typique. Évidemment, c'est pas les endroits les plus touristiques, parce que sinon, il y a beaucoup trop de monde pour filmer. Néanmoins, un point qui est hyper important, c'est que ces populations-là ne partent pas du Japon. Il y a une grande partie de la population, notamment des parties plus rurales, qui se déplacent vers les villes, donc notamment vers Tokyo, qui est la seule ville au Japon qui prend en termes de nombre d'habitants. Donc de plus en plus de personnes viennent vivre à Tokyo, donc c'est en croissance, et le reste des personnes vont venir vers d'autres métropoles du Japon, comme Osaka, comme Kyoto. Donc ce sont des zones finalement qui continuent de prendre en taille et en nombre d'habitants, malgré finalement cette décroissance démographique. Donc tout n'est pas acheté, c'est pas parce que le nombre d'habitants est en diminution constante au sens large dans le pays qu'il faut absolument ne pas considérer l'investissement ici au Japon. Donc voilà, bien prendre en compte ça et bien analyser les zones parce que clairement on a des prix immobiliers qui sont en pleine chute libre dans les zones les plus rurales du Japon, ce qui n'est pas le cas ici dans la ville de Kyoto. Bon, j'ai trouvé un super bel endroit juste à côté d'un temple et c'est le bon endroit pour te parler de rentabilité. Évidemment, c'est le point essentiel quand on veut investir quelque part. Et ici, j'ai pu étudier du coup à Kyoto principalement les rentabilités moyennes du marché. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un achat classique, location longue durée, pas du tout optimisé vraiment, si on achète un peu le premier bienvenu et qu'on le met en location, on va avoir des rendements qui sont très bas, de l'ordre de 1 à 2% net. Vraiment, c'est extrêmement bas, c'est
quasiment dans les plus bas rendements que j'ai pu analyser autour des différentes vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne sur mon tour du monde de l'immobilier. Par contre, quand on va optimiser, quand on va chercher un petit peu mieux, quand on va négocier, quand on va aller un peu plus dans le détail, on va pouvoir réussir à aller chercher un peu plus. Si on va dans des emplacements un peu moins prisés, un peu moins centraux, on peut également aller chercher des rentabilités qui vont monter aux alentours des 5 à 6%. Donc c'est toujours pas la folie, on est loin des rendements qu'on peut avoir en France quand on fait bien les choses. Néanmoins, ça reste relativement intéressant et ça permet d'avoir des rentabilités qui sont convenables sur le long terme. D'autant plus que, je le rappelle, on achète ici avec un yen qui est très bas. Alors, il peut toujours descendre plus bas, ça, il n'y a pas de magie par rapport à ça. Néanmoins, voilà, globalement, la monnaie étant assez basse, on peut avoir bon espoir que ça va remonter dans le futur. Personne ne sait, mais globalement, c'est un petit peu le pari que font les personnes qui veulent investir ici à Kyoto et au Japon en général. Un autre point d'attention qui pour moi est super important, et je le dis en ayant investi à Bali, qui est une zone similaire. Ici, on est dans une zone qui est sismique, qui est même très sismique. On a des tremblements de terre tous les mois, on a des gros tremblements de terre régulièrement, toutes les quelques décennies, on va dire. Donc ça, c'est un risque quand même à prendre en compte. Ça vient avec évidemment des assurances qui peuvent couvrir ce risque-là. Moi, à Bali, j'ai investi, je vais construire une villa du coup à Ubud, en plein centre de Bali, sur un terrain, etc. En partant de zéro, et on est sur un secteur également qui est extrêmement sismique, donc ça vient avec des assurances. Bien sûr, on peut se couvrir, mais néanmoins c'est un risque à prendre en compte, et il faut le prendre en compte également dans le rendement qu'on vise. Si j'ai un risque plus élevé, je vais également demander un rendement qui est plus élevé. Ça semble logique, je ne vais pas aller investir dans un endroit qui est plus risqué si j'ai pas plus de rendement, sinon je vais investir dans l'autre endroit qui est aussi rentable mais moins risqué. Là, c'est un petit peu la même chose. Pour moi, ce risque-là, sismique, tsunami, etc., c'est un point quand même qui est super important, qu'il faut l'avoir en tête, et ça doit venir avec une prime de rendement qui, en tout cas de ce que je vois ici en analysant le marché, je ne vois pas. Clairement, le rendement pour l'instant n'est pas suffisant pour moi pour aller chercher ce type de risque-là, qui est quand même assez important. On parle quand même du risque démographique, qui est quand même un risque, je pense, le risque le plus important sur un marché immobilier, et deuxièmement d'un risque sismique, de catastrophe naturelle, on va dire, qui est le deuxième risque, à mon sens, le plus important. Donc voilà, ça c'est quand même à avoir en tête sur le Japon, parce que c'est clairement central dans la vie ici au Japon, et je l'ai remarqué, tous les bâtiments sont quand même assez optimisés pour ça. Néanmoins, et c'est le dernier point que je voulais faire d'un point de vue défavorable, c'est la qualité des constructions qui peut être très variable. On a des constructions assez récentes, on a des constructions anciennes, on a quand même une philosophie parfois sur certains bâtiments de faire des bâtiments qui vont être pas forcément très bien finis, très bien faits, puisqu'on a une logique finalement de reconstruire derrière, de reprendre le terrain et de refaire des bâtiments derrière. C'est le cas dans certains endroits du Japon, certaines rues, certains bâtiments, c'est pas le cas encore une fois de tous les bâtiments, mais c'est quand même une philosophie ici qui est assez présente. Donc la qualité de construction est parfois pas terrible, je trouve, au Japon, et ça vient, je pense, également justement de ces catastrophes naturelles qui font que on sait qu'on construit, mais qu'on construira pas pour toute une vie, parce qu'on a parfois des séismes qui vont venir soit détruire la maison dans le pire des cas, mais c'est pas la majorité, mais en tout cas on va dire abîmer le bâtiment, et donc on sera amené à le refaire. Donc je sais pas si c'est lié à ça, c'est ma théorie personnelle, mais c'est ce que j'ai observé et c'est ce que j'ai vu en me renseignant beaucoup sur le Japon et les constructions qui globalement ne sont pas d'une qualité, on va dire, exceptionnelle. Je parle bien sûr pour les constructions les plus anciennes, les constructions récentes ayant l'air vraiment, je l'ai vu ici autour de moi, etc., de bien meilleure qualité. Donc au final, faut-il investir au Japon? Alors à mon avis, il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour les personnes qui sont passionnées du Japon, qui veulent investir, se créer également une résidence secondaire éventuellement, également pour les gros patrimoines qui veulent se diversifier hors zone euro, parce qu'on est ici sur le yen, qui est une monnaie totalement différente et totalement décorrélée de ce qu'on peut avoir en euros ou en dollars si on vit aux États-Unis ou dans d'autres zones du monde. Donc ça, c'est un point qui est très positif. D'un point de vue rendement, on l'a vu, c'est clairement pas le meilleur endroit pour investir si on veut chercher du rendement. Par contre, on peut aller chercher de la plus-value potentielle si la tendance se pérennise sur la croissance des prix immobiliers qui est en cours là depuis quelques années, et si également le yen reprend des couleurs. Là, on peut avoir un double effet de ciseau, puisqu'on va avoir d'un côté les prix qui augmentent et de l'autre côté le yen qui reprend de la valeur, ce qui fait un double gain si on vit en euros, puisque bien, la monnaie va prendre de la valeur par rapport à l'euro, donc on aura plus d'euros pour un yen, et également le prix immobilier va augmenter, donc les deux cumulés, ça fera vraiment quelque chose d'assez explosif d'un point de vue financier si on achète ici. Encore une fois, ça c'est le bon scénario, ça va également dans la même direction dans l'autre sens. Si les prix venaient à baisser et que le yen en plus se déprécie encore, eh bien on viendrait perdre 2 fois plus d'argent avec l'effet de change. Donc ça c'est quand même un point à avoir en tête. Peu importe où vous souhaitez investir dans le monde, dans tous les cas, prenez en compte l'effet taux de change, s'il vous plaît, parce que ça, c'est un point qui est trop souvent négligé par les investisseurs qui débutent, qui vont regarder simplement les prix, etc., et qui ne vont pas comprendre que le change a un effet ultra important. Votre bien peut prendre 20%, 30% de valeur. Si la monnaie a perdu 30%, vous n'avez rien gagné. Voire même, si ça descend encore plus, vous pouvez même perdre de l'argent, même si votre bien a théoriquement pris de la valeur. Donc gardez bien ça en tête, la monnaie c'est aussi important que la prise de valeur du bâtiment. Ça c'est vraiment un point central que je fais régulièrement sur mes vidéos sur l'investissement à l'étranger. Alors si vous êtes investisseur immobilier ou vous êtes en train de devenir investisseur, vous voulez faire l'immobilier, gagner de l'argent avec l'immobilier et que vous souhaitez eh bien, générer des rendements qui sont intéressants, pour moi le meilleur point de départ, si vous êtes français, c'est de commencer en France, car on a la magie de l'effet de levier. Je n'en ai pas parlé ici au Japon, mais on ne peut pas emprunter si on n'est pas résident, à part en passant via certaines banques privées et en ayant un apport d'au moins 50% du montant de l'achat. Donc c'est quand même un point qui est très négatif.
objectif, et c'est pas le cas en Europe. On peut emprunter la globalité du montant de l'achat, donc vous pouvez emprunter jusqu'à 100%, voire même beaucoup plus, 110% avec les travaux même parfois. C'est ce que j'ai fait moi sur mes immeubles. Je suis parti de zéro et j'ai acheté 36 biens immobiliers en France et à l'étranger, et la grande majorité grâce à la magie du crédit bancaire où je n'ai mis absolument aucun apport. Ces biens-là me génèrent chacun un salaire de bénéfice grâce à la stratégie des immeubles de rapport, et je vous enseigne justement cette stratégie si vous souhaitez vous lancer en France pour commencer, et si vous souhaitez par la suite peut-être vous diversifier comme ici au Japon, ça peut être une idée. Eh bien vous avez une vidéo juste en dessous de cette vidéo, justement dans la description et en top commentaire, une vidéo qui est totalement gratuite, qui dure 30 minutes et qui est cette fois-ci consacrée 100% à l'achat immobilier en France, avec une stratégie qui permet de générer jusqu'à un salaire sur un seul projet immobilier. C'est parfait pour se lancer et parfait pour se mettre dans la bonne voie de l'immobilier, et par la suite pourquoi pas en vivre complètement comme je le fais aujourd'hui, ce qui me permet bien sûr de te faire ces vidéos, de voyager et de profiter de la vie peu importe où je suis dans le monde. Voilà, la vidéo est juste en dessous, et si tu souhaites découvrir d'autres vidéos sur l'investissement à l'étranger, j'ai fait des vidéos dans plein de pays, la Thaïlande, Hong Kong, l'île Maurice, Singapour et plein d'autres pays en Europe et partout dans le monde. Le lien de ces vidéos est dans la playlist dédiée à l'investissement à l'étranger. Je te laisse aller voir ça et on se retrouve dans l'une ou l'autre de ces vidéos. À très bientôt.